Alors, pour présenter les voitures de cette année-là, hein, de cette époque, hein, je vous dis, c'est pas un an près, je commence par le Yankee 86, hein, donc, qui a remporté le championnat du monde. Alors, tout de suite, hein, je précise, hein, les voitures que j'ai, là, c'est des voitures qui sont pas restaurées ou qu'en partie. Donc, c'est pas toujours conforme, hein, notamment, là, on voit la platine radio, les amortisseurs, c'est pas les bons, tout ça. Mais c'est juste pour donner une idée à ceux qui connaissent pas, hein, pour leur montrer un peu ce qui se faisait à l'époque. Alors déjà, la carrosserie, ça c'était les nouvelles carrosseries Yankee, je crois que c'était déjà celle-là qu'il fallait à l'époque, sauf que là je pense que c'est une carrosserie de traction, donc c'est pas exactement celle-là, mais elle y ressemble beaucoup, hein. Donc comme je disais pour l'aileron, vous voyez, la fixation de l'aileron, hein, c'était le support avec, qui était fixé par collier à la carrosserie, et c'était coulissant, il y avait des grosses prises d'air pour refroidir, et on peut voir que l'architecture générale de la voiture était identique à ce qui se fait maintenant. Donc c'était la seule à peu près qui était comme ça. Donc c'est vraiment Yankee qui a inventé ça. Alors la platine radio, je vous dis, je pense pas que c'est la bonne, hein, c'est même quasiment sûr. Et là, c'est un 2 roues motrices que je vais passer en 4 roues motrices. Alors on peut voir que la triangulation avant et arrière, ainsi que les fusées, c'est les mêmes. D'ailleurs, c'est marrant parce que là, dernièrement, j'ai présenté la gamme Absima et ils ont repris ce principe, hein, c'est les mêmes fusées, les mêmes, enfin tout est pareil. Donc ça, c'était pratique pour les pièces et ça permettait d'avoir un réglage qui n'existait pas vraiment à l'époque, hein, c'était le réglage du pincement à l'arrière. Vous voyez, c'était des petites biellettes, des toutes petites chapes, c'est comme celle de direction, voilà, qui permettaient de régler le pincement. Et on peut voir le triangle inférieur, là, c'est comme ça qu'on réglait le carrossage. Alors les moyeux, pareil, ils existent en plusieurs largeurs, hein. Je crois que sur le 86 d'origine, c'était beaucoup plus large que ça. Et les amortisseurs étaient fixés au-dessus de la suspension, hein, voilà, par un support. Alors le support, je l'ai ici. Voilà. C'était un couvercle. En fin de compte, les cellules, elles étaient constituées de plaques comme ça. Donc vous voyez, c'est pas percé. C'est pour vous dire que c'était quand même hard à monter, hein. Maintenant, les gens qui se plaignent du montage de leur voiture. Donc vous aviez le palier, le roulement, là, il est moulé avec, hein, il n'était pas démontable, hein, normalement. Et il fallait donc percer les trous pour fixer les quatre flancs de la cellule et après pour fixer le couvercle. Alors là, si on était un sagouin, c'était un carnage. Là, vous aviez les triangles. Ici, c'est les supérieurs, voilà. Donc, qui sont avec les fixations de barres anti-roulis ici. Donc, vous voyez, c'était quand même hard. Là, vous avez les fusées. Donc, vous voyez, c'était ça, la rotule, elle n'était pas démontable, hein, c'était moulé dedans. Donc, il fallait l'enfoncer en force. Donc, voilà, c'était un gros boulot de monter une voiture. J'en profite pour vous montrer quelques pièces. Là, vous aviez donc le palier de frein. Là, c'était un frein à disque. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de voitures où au début, c'était des simples freins à tambour. C'était une sangle, par exemple, qui se prenait sur l'embrayage, hein, sur la cloche d'embrayage. Donc là, ça a été aussi un peu les premiers. Enfin, c'était surtout en piste, hein, qu'on a commencé à mettre des freins à disque. Et en option, on retrouvait cette pièce en alu, avec un bras en alu, voilà, pour, qui pouvait être sur roulement, sur bague. Les disques, souvent, ils étaient en époxy. Là, on a les couronnes de coupe conique de l'époque, hein. Vous voyez, c'était tenu par vis, avec le pignon. Donc, il y a beaucoup de dents. Là, les amortisseurs. Alors, les amortisseurs, normalement, du 86, c'était ceux-là. Là, on voit, il y a des amortisseurs qui sont beaucoup plus récents dans la gamme Yankee. C'est toujours des Yankees, mais qui datent, à mon avis, plutôt des années... fin des années 80, début des années 90. Et quand on regardait le catalogue, je pense que c'était plutôt ces amortisseurs-là, les rouges, donc qui avaient une contenance d'huile qui était... Donc, ils ne sont pas démontables, hein. C'était serti, ici, au niveau des joints. Là, après, pour le championnat du monde, je crois qu'ils utilisaient plutôt ces versions-là, hein, les un peu plus gros volumes, qui venaient sûrement de sortir et après qu'on a retrouvé sur les 87. Donc il y avait un bouchon en plastique avec un tout petit trou de purge, je ne sais pas si on le voit. Et en fin de compte, on le remplissait, on essayait de purger comme on... Alors il n'y avait pas de volume constant, bien sûr, et c'était pas démontable. Voilà, donc c'était complètement différent. Et là, on voit la molette de réglage, elle était en laiton. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre encore au niveau des pièces? Les cardans. Alors là, les cardans, je pense qu'ils sont plus récents.
mais on commençait à avoir des cardans articulés. Même à un moment, Yankees ont sorti des cardans avec des boules plastiques. Mais pareil, au début, c'était des cardans avec des 6 pans ici. Alors ça s'usait très rapidement. Mais là, déjà, on était à l'époque, à partir des modèles 84-85, on avait déjà des cardans goupillés. Alors les noix, souvent, les goupilles, des fois, elles tenaient pas très bien. Alors on les baguait, comme ici. C'est une noix de cardan, un peu comme on a maintenant. Elles sont plus petites, mais avec une bague. Les différentiels, alors là, on a les différentiels centrales, vous voyez, ils étaient très longs, tout en aluminium, avec des pignons usinés en acier. Ça valait extrêmement cher, avec un manchon en laiton, hein, en cuivre, qui venait s'emmancher dessus, et l'étanchéité était faite par ces deux joints toriques. Alors là, par exemple, vous avez un différentiel avant ou arrière. On peut voir les trous de fixation pour la couronne de coupe conique. Alors la couronne, on la calait avec des joints papier. Alors je peux vous dire, c'était autre chose que le calage des diffs maintenant. Il fallait démonter. Alors quand vous voyez le bordel que c'est pour démonter une cellule comme ça, c'était quand même assez hard. S'il y a eu un gros progrès dans les voitures, c'est quand même l'accessibilité et la simplicité. Voilà. Et après, ils ont sorti même, mais ça c'est après, c'était les mêmes diffs, mais les noix étaient intégrées. Il n'y avait plus besoin de visser les noix sur les sorties. Voilà, là on en voit un, voilà, qui est ouvert là. Alors pour glisser les pignons, c'était coquet, et à savoir qu'il fallait mettre aussi des rondelles de calage, il fallait le caler. Enfin, c'était un peu un casse-tête quand même. Il faut avouer que c'était déjà très très cher, hein, beaucoup plus cher que les voitures de maintenant, surtout les pistes détachées, et surtout c'était quand même un casse-tête. Mais une fois que c'était réglé, c'était une voiture redoutable. Moi j'ai par exemple un modèle 85 que j'ai longtemps fait rouler, quand on organisait notamment les vieilles caisses, et j'ai jamais fait d'entretien, j'ai jamais eu de problème avec. Voilà, donc on continue la présentation. Là, donc ce modèle, donc je vais le passer en 4x4. On peut voir qu'il n'y a même pas de cardan là. La couronne, elle est très large. On voit le système de frein d'origine, hein, je vous ai montré la version option. Le disque, il est en plastique. Le réservoir, c'est du SG. Voilà ce qu'on peut un peu dire. Le système de direction, on peut voir les biellettes, elles sont minuscules. Alors pareil, c'est Yankee qui a inventé le système avec une direction qui est commandée par deux bras, hein, le sauve-cerveau et le renvoi. Celui-là, il a déjà des barres anti-roulis. Ça, c'était assez nouveau. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur ce Yankee. Et je vais en profiter. Alors donc, quand il sera fini, hein, je vous le présenterai, hein. Bien sûr, il y aura l'échappement qui va avec. Et je montrerai, je pense, je vais voir si ce moteur il est vraiment conforme, et je montrerai ce moteur. Ça, je pense que c'est pas prêt d'être fait, mais c'est un des projets. C'est pour ça que j'avais acheté ce Yankee, c'est pour le remettre, si possible, à peu près d'origine. Et je vais quand même le comparer, hein, vite fait. Alors ça, c'est bien sûr pas du tout un modèle de 86, mais c'est son ancêtre, hein. C'est juste pour vous montrer ce que c'est le premier TT moderne qui a été créé. Alors celui-là, il a dû sortir fin 83, début 84 à peu près. Alors déjà, vous voyez les pneus, hein. Ça, c'est les pneus de l'époque, hein. C'était des jantes, c'était tout petites les jantes. C'était du petit diamètre. Et c'était en fin de compte le même diamètre que les voitures de piste. Voilà. Et là, à la différence de celui du 86 qu'on a vu avant, là on peut voir les triangles sont assez différents et les cellules étaient ouvertes, c'est-à-dire que le coupe conique était à l'air. Alors là, c'est un 84 C, donc compétition. Donc c'est vrai qu'il est équipé de différentiels, mais il y avait une version qui était sans différentiel, hein. C'était et avec des couronnes, des coupes coniques enfin la couronne de coupe conique était en plastique. La différence aussi, c'était qu'il y avait le comment dire le châssis continuait sur l'arrière, c'était pour accueillir l'échappement. Là, par contre, pour l'aileron, il y avait une fixation qui était prévue, hein, c'était pas prévu sur la carrosserie. Autrement, on peut voir l'implantation 4x4, c'est sensiblement la même, hein. Il y a le différentiel qui est fixé à l'arrière, là, avec le moteur OPS, toujours le réservoir SG, et à l'avant, pareil, le coupe conique qui était à l'air libre, avec les amortisseurs aussi qui étaient pas sur le dessus. Là, ils avaient une implantation un peu plus classique, mais à l'intérieur de la cellule. Et là, c'était vraiment des amortisseurs qui étaient encore plus petits en diamètre, hein. Il y a 3 gouttes d'huile, et on mettait de l'huile moteur, enfin des huiles un peu qu'on trouve dans l'industrie. À propos des pneus, la grosse révolution aussi au niveau des pneus qui a eu lieu en 85, 86, voilà, ça commence à arriver là, c'était le diamètre. Donc là, j'en parlais, hein. Ça, c'est une roue de Yankee, les versions d'avant. Voilà, il y avait la même chose chez MRC, hein, c'est du petit diamètre, chez Sicom aussi.
et ils sont passés à ce diamètre-là. Alors ça, c'était commun aux voitures de piste, hein, c'était le même diamètre, c'est pour ça qu'ils ont utilisé ça au début. Et après, ils ont sorti donc des pneus et des jantes grand diamètre. Alors c'est beaucoup les Français et les Italiens, surtout Garbo, chez Tiger, SG aussi, ils ont sorti des grands diamètres. Et ça a quand même pas mal révolutionné le, le monde. En fin de compte, ça a permis aussi d'utiliser des suspensions. Il y avait, bien sûr, il y avait beaucoup plus de place. Ici, au début, on était obligé de mettre des suspensions, des systèmes de fusée qui étaient très, très petits, hein, parce qu'il n'y avait pas de place. Et là, notamment pour les Sicom, pour plein de voitures, c'était plus possible. Les voitures qui avaient des grosses fusées, comme les Garbo, ça ne pouvait plus tenir. C'est pour ça qu'ils ont utilisé ça. Alors au début, bien sûr, il y avait au niveau suspension, là on peut, bien sûr, il y avait la déformation était beaucoup plus importante. Là, elle était moindre. Alors, il a fallu s'adapter au niveau des réglages. Enfin, ça a changé beaucoup de choses. Après Yankee, on va parler un peu de Sicom. Alors Sicom qui avait failli remporter le championnat d'Europe, hein, sans le déclassement d'Olivier Danière pour la voiture non conforme, hein. Je rappelle, c'était pour le réservoir et la largeur, hein, les dimensions. Bah, ils auraient chopé un premier titre de championnat d'Europe, champion d'Europe avec une voiture qui était quand même encore, je vais pas dire un prototype, mais c'est surtout en 87, je pense que la voiture elle a été vraiment aboutie. Et donc, jusqu'à là, c'était celui qui occupait dans le team la place première. C'était le Macho. Le Macho qui existait en 4-2 et en 4-4. Et cette voiture, elle était en fin de carrière, hein, mais en 86, ils ont encore sorti une version 86. Donc, il était toujours produit. Et ce Macho, ce qu'on pouvait dire, c'était que déjà, il était redoutable quand la piste était défoncée à cause de ses bras tirés. Vous voyez, c'est des suspensions par bras tirés, comme la coccinelle un peu. Donc, ça veut dire que quand on tapait, comme les buggy, hein, les vrais buggy américains là qu'on voit sur base de châssis coccinelle, quand on tapait une bosse là, bah, automatiquement, avec le bras tiré, ça s'efface. Et à l'arrière aussi. Donc, ils avaient une suspension qui était redoutable par rapport à la concurrence. Ils avaient des gros amortisseurs où il y avait beaucoup plus de volume d'huile. Toujours pareil par rapport à la concurrence. Alors là, pareil, c'était pas démontable, c'était assez fragile, hein, c'était des amortisseurs en plastique. D'ailleurs, là, vous avez les rouges, mais après, je vais vous montrer les versions transparentes qu'on trouvait aussi après sur les Sicom qui sont sortis un peu après. Je pense, je sais pas si encore. Il y avait... Les premiers, en tout cas, c'était des amortisseurs rouges. Après, ils sont devenus transparents. Là, on voit, donc, il y avait un différentiel, hein, il y avait des versions sans différentiel. Là, on voit le pignon qui permettait de fixer la chaîne qui allait jusqu'à l'avant. Alors, je veux dire, c'était un peu une usine à gaz, hein, la version 4x4 qu'ils ont produite. Ils ont vite compris que ça ne serait pas extraordinaire parce que c'était fragile, ça coûtait cher, c'était assez compliqué. Mais c'est une voiture, c'était le Quattro, Quattro Plus, voilà. C'était des voitures assez sport, quoi, à entretenir, à piloter. Là, on a le réservoir, je crois que c'est un Techno qui avait dessus. Donc là, vous voyez, pour faire le plein, le ressort était au milieu et quand on lâchait, ça se remettait, ouais, à peu près. La platine, vous remarquerez qu'il fallait la découper. Elle était en aluminium et il fallait découper les emplacements soi-même. Si on voulait faire des trous ou fixer en dessous, enfin ça dépendait exactement de ce qu'on voulait faire. Là, c'est des cerveaux un peu de l'époque. Le châssis, il était embouti. Il y a un emboutissage ici. Et sur le côté, il était plié parce qu'en fin de compte, les suspensions, elles étaient fixées dessus. Alors, le châssis, il pliait assez facilement, hein. Là, vous avez les emplacements justement pour la version 4x4, si vous voulez la monter en option. Il y avait des paliers qu'on montait ici. Voilà, donc ce macho, il y avait des bras donc, où il y avait des chaînes dedans. Donc c'était, ouais, et il fallait un échappement latéral ici. Donc c'est le fameux OPS JP Racing. Et il y avait le pot d'échappement qui était fixé à l'arrière. Et bien sûr, là, on retrouvait des pneus et des jantes de petit diamètre. Ça, c'était des pneus italiens. Alors là, c'est vraiment dans l'esprit buggy, hein. C'est ce qu'on retrouvait aussi sur les buggy grandeur, un peu au niveau forme. Et bien sûr, les fameux pneus lignés. Au niveau carrosserie, là j'en ai une qui est très moche, hein, en très mauvais état, mais c'est la seule que j'ai. Au niveau de la carrosserie, parce que les supports, j'ai oublié de dire, hein, c'est pas une carrosserie comme ça qui est fixée là-dessus, c'est une carrosserie grand tourisme. C'est pour ça qu'il a des supports un peu spécifiques. Et cette carrosserie, on va voir, hein, les copains de Bergerac, s'il y en a qui regardent, on voit que Jeannot et Patrick, donc il y a des membres du club de Bergerac, c'était leur carrosserie à l'époque. On peut voir qu'il y a des petites LED. Ils avaient même mis un système d'éclairage, ce qui était donc ça a été
Ça a été sûrement fait beaucoup plus récemment, ça. Et pour vous montrer des pièces, là, vous avez les fameux amortisseurs Seacom en Lexandre. Alors, c'était de l'huile, on voit bien que c'est de l'huile, style de l'huile moteur hein, dedans. C'est pas démontable ici, c'est un joint racleur. Et c'était Certi. Et voilà, avec des ressorts. Là, c'est des ressorts progressifs. Ça aussi, à un moment, il y a eu une mode. C'est des ressorts qui sont. On voit les spirales, l'écartement n'est pas constant. Voilà, c'était pour faire une suspension peut-être plus souple au début et plus dure à la fin. Et donc, il y en a beaucoup qui bidouillaient. C'est pour ça qu'on voit sur les photos de l'époque, ils perçaient un petit trou ici pour pouvoir vider l'huile et la changer. Voilà. Là, les carters arrière, où il y avait la chaîne, bon, ça cassait, c'était en Lexandre, ça cassait comme du verre. Ça, c'était un peu galère. Les couronnes, on voyait que c'était sur un moyeu carré. Donc, c'est-à-dire qu'on démontait le bras, on avait juste à l'enquiller, comme ça. Les petits paliers, alors ça, c'est des paliers pour le 4x4, hein, si je ne me trompe pas. Ils sont en Alexandre et on voit, il y a les écrous prisonniers. Alors, ceux-là, ils ont peut-être même très peu servi ou jamais servi, ils sont déjà cassés. Ça, c'était vraiment l'énorme défaut de cette voiture, c'est que les pièces valaient déjà un peu cher, je trouve. Et surtout, moi, j'ai utilisé, hein, j'ai au moins fait 2 saisons avec le Macho. Je crois que ça m'a rarement coûté aussi cher des saisons. À l'époque, je mettais tous mes sous là-dedans. Donc, c'était un peu galère, hein. C'était vraiment hyper fragile, ces pièces. Et les bras de suspension, là, qui sont noirs, mais qui existaient aussi sur les versions un peu plus haut de gamme, je crois, en Lexandre, comme ça. Enfin, une sorte de plexiglas, je ne sais pas exactement quelle matière c'était. Mais c'était pas. Autant la voiture était performante quand elle était bien préparée, tout ça, mais vraiment aux mains d'un débutant, ça c'était un carnage, hein. C'était. Voilà. Et maintenant, pour vous présenter le Magnum, je vais aller sur mon ordinateur parce que le Magnum, j'ai des petits morceaux. J'ai pas de Magnum complet, j'en avais deux à une époque que j'avoue qu'il y en a beaucoup. C'était tellement rapace dans ce milieu de Seacom que j'avais préféré m'en débarrasser. Je voulais plus entendre parler de la marque Seacom en collection. Donc c'est pour ça que je n'ai plus de Magnum. Donc on va aller sur mon ordi. En même temps, je vais vous montrer. C'est pour ceux qui s'intéressent, qui veulent connaître un peu le vintage, je vais vous montrer comment on fait des recherches sur RC Mag Vintage. Alors pour découvrir le fameux Magnum, je suis allé sur donc RC Mag Vintage. Donc RC Mag Vintage, vous avez une première partie, là c'est les discussions du moment. Et en dessous, vous avez tous les forums un peu spécialisés hein, pour se présenter, le musée, les petites annonces, les articles. Voilà, vous avez plein de choses. Voilà, vous avez les rassemblements vintage. Et après, c'est les revues. Après, vous avez les moteurs qui sont détaillés. L'historique des courses. Enfin, il y a plein de choses. J'avoue que c'est un site que j'ai pas toujours le temps de m'en occuper, malheureusement. Donc ça, c'est vraiment un regret, mais j'essaye d'avancer au fur et à mesure. Voilà, vous avez toutes les marques. Et là, on va chercher Seacom. Je vais peut-être passer, parce que je regarde sur... c'est pas facile de filmer et à la fois de faire une recherche. Seacom, voilà. Donc, ici, vous avez Seacom. Et là, donc, vous avez tous les sujets sur la voiture. Vous voyez qu'il y a 4000 messages sur le sujet. Et nous, on va aller dans le musée parce que j'ai commencé à refaire la partie Seacom. Donc pour ça, il faut aller dans le musée. C'est un peu galère avec en regardant sur l'écran de faire les deux à la fois. Voilà, le musée des RC Mag Vintage. On clique sur la liste des pages disponibles. Et en fin de compte, là, vous avez toutes les marques. Alors là, ça commence par tout ce qui est électrique. Donc vous voyez les Tamiya. Après, là, on est les pistes. Et à chaque fois, c'est des voitures ou des articles revus. Là, on arrive. Donc, tout ce qui est TT 1 8e, Asie, donc c'est dans l'ordre. Hein. Vous avez les Kyosho. Il y a pas mal de choses. Seacom, voilà. La page des TT Seacom. Donc, on voit, donc il y a une page. Si on va dessus, voilà, vous avez, là, c'est les documents, les articles, les voitures. Si je reviens en arrière, vous avez aussi un accès direct ici, par exemple, un Magnum 343. Voilà, donc c'est une voiture qui est à peu près similaire. Je vous dis pas que c'est exactement la même, hein, mais c'est plutôt une voiture qui est sortie en 87, ça. Voilà. Donc voilà à quoi ressemblait un Magnum. Alors, vous voyez la grosse originalité, c'était alors le moteur. Hein, je pense qu'il est sorti après. C'est un OPS, mais un Monza. Mais la grosse originalité, c'était l'implantation. Donc c'était, vous aviez le moteur était en position centrale et vous aviez la transmission qui était décalée sur le côté.
et aussi toute la suspension qui était montée sur rotule. Alors, si je regarde l'autre côté, voilà, là on aura une autre vue. Voilà, de la transmission, vous voyez. Donc à la sortie du pont, il y a une couronne, un pignon, et vous avez toute la transmission qui est sur le côté. Alors c'était ça, déjà, ça pose un gros problème de fiabilité, hein, parce que souvent les couronnes, elles arrivaient à se becter. Alors il y avait beaucoup de bidouilles à ce moment-là, et on pouvait faire beaucoup de montages. Donc soit un montage central rigide, ou soit un montage avec un différentiel, ou avec une roue libre aussi, il y avait des autobloquants. Et vous voyez les amortisseurs, comment ils étaient placés. Hop, on va revenir en arrière, on va aller voir les amortisseurs, le placement. Voilà, les amortisseurs étaient placés, c'est les mêmes donc le macho que je vous ai présenté. Donc vous voyez l'huile dedans là. Et le système de direction était dans la cellule. D'ailleurs, c'était assez compliqué à monter et à rendre bien libre. Et là, on voit, il y a une platine supérieure sur la cellule. Et on voit que les triangles sont fixés directement dessus. C'est des rotules. Donc il y a des petites cales qui permettaient de régler la géométrie. Voilà, il y a énormément de réglages disponibles pour cette voiture. C'est ça qui faisait qu'elle était très efficace quand elle était bien menée. Il y avait un disque de frein à chaque sortie. Voilà, et la couronne, vous voyez, la couronne était maintenue par un clips. Et voilà, c'est ça qui. Le talon d'Achille, c'était un peu ça. C'était la couronne. Voilà ce qu'on pouvait dire. Là, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les Sicom. Voilà, tiens, par exemple, les jantes, eux, directement, ils l'ont sorti avec des jantes grand diamètre. Voilà. Et on peut voir qu'il y avait un flasque qui était fixé à l'extérieur, là. Et c'est ça aussi qui a posé, je pense, problème au championnat d'Europe. C'est que ce flasque, après, on verra beaucoup de voitures, ils vont le démonter, le flasque. Et ils vont coller les pneus un peu plus à l'intérieur. Parce que ça a été mal calculé d'origine. Ils ont fait une voiture trop à la limite au niveau des côtes. Et une fois qu'on collait les pneus, qu'on les fixait, bah, elle était hors côte. Donc là, ça a été une erreur de conception. Allez, maintenant, on va passer à d'autres marques. Alors, la troisième grande marque qui a, qui a dominé ces championnats d'Europe, ces championnats du monde, les premiers, après les deux marques françaises, c'est la marque Garbo. Alors la marque Garbo, alors là, celui que je vous présente, c'est pas le Garbo de l'époque, celui-là, c'est un modèle légèrement pas évolué, mais qui est sorti un peu après. Mais la carrosserie, c'était à peu près ce genre de look, sauf que là, il y a. C'est pas exactement ça, mais bon, voilà, c'était à peu près ce look-là. Et même s'il est différent, que là c'est un deux roues motrices, que les différentiels, là ils sont en plastique alors qu'ils étaient tout alu, je crois, sur les Garbo originaux. Le premier d'ailleurs, il avait un arceau-cage complet. Mais on retrouve le même principe, ça veut dire tout de suite il est sorti avec des roues grand diamètre. Voilà. Et le deuxième principe, c'est un peu comme le Magnum, c'est des trains à rotule. Vous voyez, les fusées, les triangles, ils sont montés sur rotule, même sur le châssis ici. Ouais, voilà le principe. Le réservoir qui était un peu d'une forme tourmentée, ça c'était pour passer autour du moteur. Et le différentiel qui est collé à la cellule arrière, vous voyez, qui a une forme aussi spécifique, voilà, qui se démonte latéralement. Voilà. Ça, c'est donc le Garbo avec ça, les amortisseurs, pareil, ça n'avait pas changé. C'est des amortisseurs tout en aluminium. Voilà. Et donc le train à rotule. Voilà ce qu'on peut dire sur le Garbo. Mais je reprécise, c'est pas exactement le modèle d'époque, mais la plupart des pièces sont quand même communes. Voilà. Alors, pendant que j'y suis, je reste dans les marques italiennes. Alors là, elle n'a pas fait de grands résultats, mais c'est le Tiger avec sa carrosserie première version bien reconnaissable, qui existe en reproduction. Modélisme 34, il a reproduit cette carrosserie, donc ça c'est un bon point, notamment pour moi, parce que vu la mocheté de ma carrosserie. Alors ça, pareil, j'avais pas de belle voiture à vous présenter. Là, pareil, elle n'est pas conforme à l'origine, au niveau des roues, notamment, enfin de plein de choses, elle est un peu sale. Mais au moins, ça a le mérite. Vous pouvez voir à quoi ressemblait le Tiger. Alors ça, c'est un 2 roues motrices. Bien sûr, eux, ils utilisaient le 4 roues motrices, mais le Tiger 4.2 a été énormément vendu pour le loisir notamment, ou pour débuter en compétition. Alors ça, c'est une version un peu plus récente. On la reconnaît, les trois quarts des pièces sont communes, mais là, on reconnaît notamment aux amortisseurs, au système de direction, là, qui sont en plastique, alors qu'ils étaient en aluminium, très semblable au Garbo d'ailleurs. Et on peut voir la disposition de la transmission, là, avec aussi euh, la couronne centrale qui est collée au palier avec le frein à la cellule arrière. Et là, par contre, c'est une triangulation qui est petite, très courte, pas réglable, mais qui est entièrement en plastique.
Alors les amortisseurs, on les retrouvait, je crois, aussi sur les voitures pistes de la marque, hein, les SG, ainsi que sur certaines voitures pistes, hein, le système de cellules, c'est pareil, hein, c'est une sorte de coquille. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les SG Tiger.